Alors ensuite, il y a la mort de Staline, il y a le début de ce qu'on peut appeler la détente, et puis il y a le début de cette espèce d'étrange normalisation d'un vrai faux bipartisme, Ouais. puisque c'est toujours l'ADC qui gagne à la fin, mais avec le Parti communiste qui asymptotiquement se rapproche. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait par rapport au discours des uns et des autres? Alors, si on reprend la chronologie, hein, je dis, il y a un moment de tournant entre 46 et 48, puis après le début des années 50 et cette transformation du discours. Et puis, il y a un poids de plus en plus important avec dans le haut du pic, le poids de plus en plus important du Parti communiste, qui n'est pas seulement le parti de la résistance, hein, le peuple dans la résistance, disait l'un des militants communistes, mais l'un des leaders du Parti communiste, mais qui arrive à rassembler, disons, du nord au sud, une masse de plus en plus importante de travailleurs, y compris, y compris hein, en allant au-delà de la barrière qu'est Rome, hein, et en allant y compris dans le sud et en Sicile. Donc on a un parti communiste qui est de plus en plus important. Et là, je pense qu'un autre moment de tournant, si on reprend ça, un autre moment de tournant qui est aussi lié à des questions géopolitiques au sens large, c'est ce qu'on appelle les longues années 68, c'est-à-dire un moment où la migration du sud vers le nord de l'Italie, cette fois, dans les grandes entreprises, et notamment à la Fiat et dans ces entreprises-là, va renforcer un mouvement de salariés, d'ouvriers, de col bleu à l'intérieur d'une situation qui est très mouvante, avec des travailleurs qui viennent d'horizons différents et qui ont une autre disons, préparation, et y compris des travailleurs qui vont dépasser sur leur gauche le Parti communiste. Et c'est très clair du point de vue des mobilisations qui ont lieu entre 68 et, je dirais, 78, pour donner une date, voilà, 68 et 78 comme un moment de forte mobilisation, fortement nourrie par les travailleurs du sud de l'Italie, qui arrivent avec d'autres cultures politiques et avec d'autres envies, et aussi avec une autre force de mobilisation à l'intérieur d'organisations qui sont quand même très encadrées, que ce soit au niveau syndical ou au niveau du parti communiste. Et la place que prennent les mobilisations, vous imaginez, c'est des centaines de milliers de gens dans les rues qui manifestent, qui occupent, bon. Donc c'est une force de revendication qui va avoir, y compris, de grandes victoires et des modifications très importantes dans le statut du travail, dans le code du travail, dans l'amélioration des conditions de salaire, mais y compris dans les rapports hommes-femmes. Donc entre 68 et 78, on a une modification très très importante des conditions même de vie de l'écrasante majorité de la population italienne. Et là-dedans, alors, vous avez bien sûr le rôle du Parti communiste, mais il y a aussi le rôle très fort d'une base hein, qui arrive, qui s'inscrit, qui se mélange et qui revendique massivement, avec une sorte de rapport entre, vous le disiez, entre la DC et le Parti communiste, de réussir à gagner avec un certain nombre de luttes, un certain nombre de réformes sociales et économiques, mais sans jamais vouloir effectivement bouleverser les équilibres. Mais avec donc, il y a le développement non seulement au niveau social, mais aussi au niveau politique, de ce qu'on appelle l'opéraïsme, qui
commence à l'intérieur du PC avec Tronti et puis qui va se développer à gauche du PC, le développement de l'autonomie, le développement des groupuscules, et aussi le retour non pas seulement d'un espoir révolutionnaire, mais de l'idée que la révolution, C'est demain. c'est demain, sinon tout de suite, avec ce que ça va pouvoir impliquer aussi de passage à l'action et de violence. Mais aussi, c'est le moment où la violence fasciste revient. De 69 à Milan jusqu'à 80 à Bologne, c'est le moment des grands attentats fascistes. Donc ça, qu'est-ce que ça fait, je dirais, sur la manière dont l'Italie pense son présent, son passé et son futur, que ce soit à droite du côté de la DC, que ce soit du côté des communistes ou précisément du côté de ces gens qui sont dans l'effervescence. Alors, la question des années des années de plomb et des années ouais, de la stratégie de l'attention, on va dire ça comme ça a été appelé, c'est effectivement des années très importantes je ne sais pas si c'est de repositionnement politique, mais c'est en tout cas des années importantes qui ont été ratées en quelque sorte, pour se repenser ou pour repenser une autre voie. Berlinguer, mis à part, et lui, il arrive en fin de période. Donc c'est vrai qu'on a à ce moment-là des attentats néofascistes, clairement, qui sont là. On croit d'ailleurs, l'État croit au départ qu'il s'agit, en tout cas à Piazza Fontana, d'attentats provenant de la gauche radicale. C'est pas le cas. Donc on a cette situation politique instable, qui est aussi soutenue par certains appareils de l'État, voilà, et qui vont autoriser, si vous voulez, une manière de reconstruire ou de revoir la gauche dans la version de la violence, en fait, et de reconstruire une narration d'une gauche profondément violente et d'une gauche antifasciste profondément violente. Bon, donc on a ce type-là de discours qui sera d'ailleurs également repris par les membres du Parti communiste et du Parti socialiste, qui vont très fortement avancer dans une forme de mea culpa sur la violence, et y compris dans une forme de volonté de normalisation, mais qui prennent pas en compte le danger bien réel qui était celui du néofascisme appuyé par des appareils d'État. Oui. Et ça, c'est très clair. Et c'est vrai que ce passage-là, sans ce passage-là, il est difficile d'arriver dans les années 80 et de voir comment la chose se déroule. C'est vraiment le moment, voilà. C'est le moment de Gladio, voilà. Et puis c'est le moment de la loge P2. Et de la loge P2, exactement. Donc c'est vraiment les moments, et c'est là où Berlusconi fait ses premières armes, enfin bref, donc on est dans une... ce qu'étaient, les deux, le Gladio et la loge P2. La loge P2, c'est la loge financée par... disons appuyée autour d'organisations de la droite extrême, bon, pour renforcer le pouvoir exécutif de l'Italie et réprimer, et disons organiser un pouvoir qui réprime massivement le mouvement ouvrier, les partis communistes, etc. Un peu une sorte de régime plus autoritaire, où l'exécutif jouerait un rôle clé et qui se débarrasserait du deuxième élément du bipartisme imparfait qui était le Parti communiste et tous les autres regroupements politiques que vous avez mentionnés. Et la forme institutionnelle, c'est donc cette loge maçonnique, vraie fausse loge maçonnique d'une part, et puis effectivement, ce qui est intéressant, parce qu'on va le revoir
dans les évolutions les plus récentes avec Meloni, l'obsession, c'est le renforcement de l'exécutif. C'est-à-dire l'idée d'en finir avec l'équilibre des pouvoirs, et en particulier avec les difficultés que pose le parlementarisme pour assurer un privilège de l'exécutif. Ouais, enfin les difficultés dont on dit que Oui, pose oui, le bien sûr. parlementarisme. Oui, Oui, oui. de leur point de vue. De leur Oui, point bien de vue. sûr. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Oui.